Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Je tiens également à remercier Nancy et Marie-Ève pour l'organisation de ce colloque, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Je suis Rania Aoun, je finis un doctorat en sémiologie avec une spécialisation en sémiotique des communications. Je suis également chargée de cours à l'UQAM et à l'UQO. La période de transition, en fait, ou la période transitoire du doctorat au post-doctorat, ça m'a permis de cogiter un peu sur le lien entre design, marque et nouvelles technologies, ce qui rejoint mes recherches doctorales. Et lors de ce colloque, j'ai eu le plaisir de partager avec vous un regard que je pose en tant que designer en communication et sémioticienne sur la mode de luxe. Ma communication est intitulée « Les marques de mode de luxe, quel design pour une commercialisation à l'ère des nouvelles technologies ?» Mon plan sera comme suit, donc il y aurait une mise en contexte, puis je vais parler de la trilogie marque de mode, de luxe, design et culture, puis je ferai donc un panorama des atouts et des enjeux ainsi que les issues potentielles par rapport à cette problématique et je conclurai avec une ouverture de perspective autour de ce sujet. Alors, si je vous dis, voilà des quartiers dans lesquels Louis Vuitton va ouvrir des boutiques. Donc, vous allez repérer un paradoxe dans mon discours. Par contre, si je vous parle de la boutique Louis Vuitton aux Champs-Élysées, donc certainement, vous n'allez pas repérer cette contradiction. Si je vous montre les produits Louboutin versus les produits Zara, donc, vous allez remarquer une petite différence. Si je vous montre les deux exemples de sacs Louis Vuitton associés au prix, donc automatiquement, vous allez reconnaître l'original de la contrefaçon en vous fiant au prix le plus cher. Si je vous montre donc ces visuels, vous allez avoir un moment de réflexion pour vous demander qu'est-ce qui associe la montre Rolex ou le produit Chanel avec l'environnement ou avec le discours qui est représenté visuellement. Certes, même c'est grâce à l'ancrage, grâce au slogan, que nous pouvons comprendre que finalement, il ne s'agit pas d'une publicité de ces produits de marque de luxe. Par contre, si je vous montre ce visuel et je vous dis c'est la publicité de Chopard, vous allez bien reconnaître le contexte dans lequel s'inscrit le produit, étant que le produit Chopard est associé à la marque Porsche, ce qui rejoint le contexte de luxe. En effet, les marques de luxe prennent de plus en plus le dessus pour envahir l'individu, d'accord, en tant que tel, et on arrive avec cette image métaphorique et ironique où vraiment le logo de Ralph Lauren prend bien sûr la tête d'un humain. Alors, la culture du luxe est un produit d'un imaginaire collectif. La culture du luxe façonne notre imaginaire et la culture définit les paradigmes de ce qui est luxueux qui marque notre encyclopédie au sens d'Umberto Eco. Le consommateur du luxe cherche toujours la constitution des élites et on a parlé ce matin de cette dimension élitiste du luxe. Et donc l'élite se définit par des comportements, des styles de vie et sa consommation culturelle telle que le précise Raphaël Lelouch, cité par Beau et Gevel. Donc les élites se constituent une scène privilégiée, un cadre de référence, et cette élite s'observe et construit en commun les critères du luxe et de la culture contemporaine, donc ainsi affirmé par Raphaël Lelouch, cité par Beau et Gevel.
l'univers économique se culturalise et les marques intègrent dans leurs offres une dimension culturelle. La valeur esthétique ou culturelle vient compléter la valeur d'usage par le recours aux designers, directeurs artistiques et plasticiens. Et là où j'interviens en tant que designer pour dire que dans le secteur de la mode, il y a toujours une considération pour le designer créateur. Et quand on parle d'une communication de la marque dans le domaine de la mode, on parle toujours côté marketing et on oublie donc les designers de communication. Alors, ces marques donc, de luxe qui créent leur imaginaire luxueux, elles s'appuient sur le design, où elles font appel au design, ou non seulement le design de mode, mais d'autres formes de design, comme le design espace ou architectural, le design imagographique et le design produit ou industriel. Cette première typologie que je vous présente, c'est un héritage de l'école du Bauhaus. Donc, c'est une typologie du design qui repose plutôt sur la discipline pour distinguer les différents designs. Et donc, si on voit, mettons, la marque Hermès, elle fait une scénographie pour exprimer cette dimension luxueuse. Donc, elle fait une scénographie de ses vitrines, mais également Louis Vuitton choisit ses buildings et l'architecture de ces buildings pour exprimer aussi ce luxe. Chanel crée donc des publicités avec une esthétique spécifique du luxe. Également la marque Rolex. Louis Vuitton crée des produits qui sont destinés à une élite, mais également qui définissent un mode de vie, surtout au début de cette marque, quand le voyage était réservé à une élite. Et Tiffany & Co. crée également son packaging, qui est reconnaissable par rapport à tant d'autres packaging. À l'instar des autres marques, les marques de luxe de mode peuvent miser également sur leur secteur d'activité ou métier, sur leur histoire, sur leur lieu d'origine. On parle de marques italiennes, marques françaises, mythes fondateurs, des figures charismatiques et ainsi leur interaction avec leur époque, mettant avec des mouvements culturels comme le cas de Chanel, qui marque le mouvement féministe où il propose des vêtements plus ouverts par rapport au corset qui a été porté par les femmes. Mais également, elles peuvent s'appuyer sur les usages et le savoir-faire ainsi que les matériaux. Les marques de mode de luxe font recours à d'autres supports et industries pour, bien sûr, alimenter l'imaginaire luxueux des individus, comme par exemple l'édition et le cinéma, l'industrie cinématographique. Tel est le cas du livre Dior et du film Yves Saint Laurent. Les marques de luxe, notamment de mode, investissent des lieux, bien sûr, de transit et des lieux à forte densité culturelle fréquentés par cette élite qui façonne la culture du luxe. Et donc, elle fait recours à des magazines destinés à la classe VIP. Elle essaye d'être présente dans les aéroports, dans les hôtels luxueux et les palaces, mais également, elle est en train de squatter les musées. Et donc, comme le cas de Cartier, qui expose au Grand Palais à Paris, sa collection de produits pour fêter ses 50 ans. Mais également, cette dimension où la mode rejoint, où le luxe rejoint l'art, on la retrouve également dans la création de produits, d'une collection limitée, d'accord? Donc, on crée carrément une collection qui comporte un nombre limité de produits et des produits personnalisés où vraiment le produit de marque de luxe est soulevé au rang de l'objet d'art et de l'objet de collection. La culture du luxe est ainsi une culture de la distinction.
Et donc, elle fait face à une triple distinction. La distinction par rapport aux autres marques non luxueuses, la distinction par rapport aux autres marques luxueuses, mais la distinction des classes sociales et culturelles. Le luxe étant d'abord un rapport social, un rapport entre ceux qui peuvent jouir des objets luxueux et ceux qui n'y ont pas accès. Et puis je reviens sur la dimension sociale de Bourdieu telle qu'elle a été présentée le matin par Nancy. Et donc, ici se pose une problématique par rapport aux nouvelles technologies. Alors, l'avènement des nouvelles technologies et leur démocratisation constitue-t-il la fin de la culture de la distinction des marques de mode de luxe, sachant que donc, ces marques ne peuvent pas éviter les nouvelles plateformes, ne peuvent pas vraiment faire recours aux nouvelles technologies, mais ces nouvelles plateformes, en fait, où cohabitent donc les marques luxueuses avec des marques moins luxueuses ou non luxueuses, mais également il y a donc les différentes classes sociales qui se côtoient. Alors, comment donc les marques de luxe peuvent maintenir cette dimension de distinction dans son discours? Les nouvelles technologies favorisent bien sûr, et ça c'est le discours enthousiaste envers ou à l'égard de ces nouvelles technologies, et donc ces nouvelles technologies favorisent plus de visibilité auprès d'une clientèle de plus en plus technophile. Donc les marques peuvent rejoindre plus leur clientèle qui s'implique aussi dans ces nouvelles technologies. La viralité du contenu, d'accord? Donc il y a ce processus de relayer le contenu par les internautes en tant que tel, où vraiment les internautes deviennent des hommes sandwich pour la publicité de la marque, mais également un espace pertinent pour la diffusion et le partage de matériel promotionnel. Et je prends le cas mettant des films sur YouTube. Donc certainement, les publicités avant étaient très limitées par le temps à cause des médias traditionnels, mettant la publicité aujourd'hui sur le web est beaucoup plus longue que dans la télévision. Et il y a aussi une personnalisation de ces plateformes ainsi que leur déclinaison. Donc, les pages peuvent être personnalisées à l'image de la marque. Mais est-ce que tout ça serait suffisant pour que les marques de luxe, notamment les marques de luxe de mode, se distinguent de des autres marques? Les nouvelles technologies, ce sont les enjeux, donc créent un brouillage de frontières entre les différentes classes. Et donc on a dit que vraiment il y a les différentes classes qui se côtoient sur ces plateformes. Donc on ne peut plus distinguer facilement l'élite. Et il y a une banalisation du luxe. Donc on a parlé ce matin également avec l'arrivée des marques premium, il y a une forme de banalisation du luxe. Mais également, ces plateformes deviennent une source de reproduction des produits et du matériel promotionnel. Donc la contrefaçon est beaucoup plus accessible, mais également, même au niveau du plagiat, au niveau des publicités, c'est aussi, donc, il y a plus d'accessibilité pour copier les publicités des marques de luxe, mais également avec l'impression 3D. Aujourd'hui, on peut récupérer carrément le produit d'une marque de luxe et donc le reproduire en prototype avec l'impression 3D. Alors, les issues potentielles que ma première réflexion donne, c'est penser à personnaliser les productions technologiques. En d'autres termes, on essaie de mettre à l'avant l'image de ces marques et de essayer de détourner ces nouvelles technologies pour donner plus de personnalisation de la marque. Exploiter les nouvelles technologies afin de mieux performer son image et ne pas se contenter de la simple diffusion ou communication des messages. Il faut comprendre que ces nouvelles technologies ne servent plus comme les médias traditionnels pour diffuser de l'information, mais plutôt il faut
tenter de performer cette information, de performer son image à travers ces nouvelles technologies. Exploiter les outils high-tech pour accéder aux produits des marques de mode de luxe ou leur support promotionnel. Et on va voir les exemples avec Dior qui utilise les casques de réalité virtuelle pour leur défilé, mais également avec Jean-Paul Gaultier qui intègre la technologie 3D et réalité virtuelle dans sa publicité pour son film The Factory. Les produits des marques de mode de luxe ainsi que leurs produits promotionnels et les outils pour les apprécier deviennent accessibles par une communauté sélective. Donc, on est à un autre niveau pour la sélection et donc ce n'est plus les produits de la marque de luxe de mode qui sont inaccessibles, mais même les moyens d'accord, pour les apprécier, pour les voir, qui deviennent donc élitistes. Les marques de luxe de mode se servent des nouvelles technologies pour renforcer sa dimension élitiste. Et donc, je donne l'exemple de Chanel. C'est un site interactif et participatif qui a été donc conçu pour faire la promotion donc de la montre première. Et c'est un site très design, mais également qui incite donc les internautes et les consommateurs à aller chercher l'information. Donc, il y a la dimension participative. Il y a la personnalisation des QR codes, comme par exemple Ralph Lauren ou Gucci, qui ont personnalisé leur QR code pour donner plus de visibilité et plus de personnalisation à leur marque à l'ère de ces nouvelles technologies. Selon l'agence Redfish Media, qui a travaillé donc le QR code de Ralph Lauren, ils disent qu'un QR code brandé, mis en valeur du logo d'une marque ou d'une image en lien avec la campagne marketing, est scanné 3 fois plus souvent par les utilisateurs qu'un QR habituel. Donc, le petit bémol que j'apporte à cette affirmation est que ce témoignage nous informe sur la fréquence donc, du recours au code, mais moins sur son efficacité à assurer la distinction et l'élitisme. Donc, ça reste aussi une perspective à débattre. Donc, là, c'est le film de Jean-Paul Gaultier. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer, sinon je pourrais vraiment le mettre par la suite. Ici aussi, c'est donc Dior qui utilise les casques donc, de réalité virtuelle pour suivre donc, leur défilé de mode. Face à une certaine banalisation du luxe, il faut valoriser à nouveau le client dans son statut en faisant preuve d'imagination. Le digital offre un vaste champ d'exploration, mais l'innovation n'est pas seulement technique. Elle concerne aussi l'inventivité. C'est ce qui crée la désirabilité. Pour cela, il n'y a pas de recette. On doit donc de travailler les valeurs profondes des marques et je ne peux pas oublier et ne pas oublier que c'est le service qui fait le luxe, précise Pierre Bézet, directeur général de la CRM Company Group. Alors, les autres issues potentielles que propose donc Jean-Pierre Bertrand, c'est donc the Customer Relationship Management. Donc, on donne beaucoup plus d'importance aux consommateurs, aux clients, et ça a été aussi soulevé le matin, comme par exemple appeler ou inviter les clients à proposer leur design. Donc, on est vraiment dans la culture participative, mais également s'engager dans tout ce qui est stratégie de ludification. Et on est dans une culture de plus en plus ludifiée. On parle de gamification, on parle donc de stratégie de motivation, de récompense. Et donc, dans cette perspective, il faut penser de nouvelles relations avec la clientèle, créer de nouveaux rituels, adapter les stratégies au contexte éphémère, mais considérer également la réception autant que l'émission.
Les issues potentielles invitent les marques de mode de luxe à explorer les nouveaux types de design en émergence, à l'instar du design service, design management, design stratégie et design innovation, une typologie fondée plus sur des thèmes que sur des disciplines. Alors, les consommateurs identifient 3 grandes caractéristiques des marques de luxe. La maîtrise d'un savoir-faire, et est-ce qu'aujourd'hui le savoir-faire concerne seulement le produit ou plutôt tout ce qui donc, tourne autour du produit, y compris les stratégies de communication et l'exploration des nouvelles technologies, l'invitation à l'évasion, au rêve matérialisé par l'accès à un univers merveilleux, et ça pourrait être l'alternative de l'utilisation de tout ce qui est technologie de réalité virtuelle, et on est dans l'immersion dans ce monde merveilleux, et l'instauration d'une relation privilégiée, exclusive et respectueuse avec les clients. Et là, bien sûr, on parle de cette personnalisation, mais également donc cet appel à la participation aux clients. Pour conclure, donc je conclus sur une ouverture de perspective, mais c'est aussi donc des questions qui hantent mon esprit. Est-ce que les types de design existants favorisent-ils ces caractéristiques d'une marque de luxe et répondent-ils suffisamment à cette culture de distinction tant recherchée par les marques de mode de luxe? Faut-il penser à un design élitiste tant qu'on parle d'une culture élitiste, ou design luxe tant que la nouvelle typologie du design permet de créer des types en lien avec des thématiques plus que des secteurs ou des disciplines? Je vous remercie. Merci.